Bon, je rappelle que en fait la dernière séance, j'avais pris le temps de vous expliquer l'architecture globalement, les concepts de base et comment utiliser les commandes de base de Docker notamment. Donc ça c'est une partie qui est très importante. Je pense que c'est pas si compliqué. C'est des choses que tout le monde en fait doit savoir utiliser. Donc c'est des commandes de base. Donc juste je passe rapidement parce que donc je rappelle rapidement des flashs donc pour voir les choses qu'on avait traitées, les choses qu'on n'avait pas traitées, comme ça on passe rapidement sur les commandes et comme ça donc aujourd'hui donc on va essayer de voir comment travailler sur un exemple d'une application dans laquelle on va travailler avec Spring Angular et avec une base de données notamment Postgres et voir comment faire la containerisation et comment créer les images et comment donc c'est-à-dire j'essaierai de vous rapprocher, c'est pas encore terminé, de vous rapprocher sur les bonnes pratiques qu'on utilise généralement en entreprise pour mettre en place, pour déployer, pour s'approcher de l'automatisation des déploiements parce que c'est ce qu'on cherche à la fin. Mais on y va tout doucement. Donc je rappelle que les commandes de base qu'on avait vues, donc les commandes de base qu'il faut connaître. Donc il y a la commande run donc qui permet de démarrer des conteneurs à partir des images Docker. Donc on a vu globalement quand vous faites appel à une image, donc il y a le nom de l'image, deux points et après il y a la version, c'est ce qu'on appelle le tag. Et donc pour afficher la liste donc des conteneurs qui sont démarrés, donc c'est la commande docker ps, donc ça on l'a utilisé. Et donc quoi d'autre? Alors ça c'est les commandes de base. Quand vous démarrez un conteneur, en fait une application dans un conteneur qui utilise un numéro de port, il ne faut pas oublier de mapper les ports. Donc on a également parlé de ça. Pour mapper les ports, on utilise l'option donc P. Donc ici par exemple ici donc je suis en train de démarrer un conteneur, c'est-à-dire d'un serveur web Nginx. Donc vous voyez ici donc alors ça c'est l'exemple. Voilà. Donc ici Docker run Nginx. Donc je rappelle que Nginx c'est un serveur web qui est l'un des serveurs web les plus populaires qui sont utilisés pour déployer les applications web. Donc en même temps c'est un web server et il sert les ressources statiques. Et donc en même temps c'est un reverse proxy, donc c'est quasiment le plus utilisé pour déployer les applications. Donc Nginx, donc comme je disais, donc c'est un serveur web qui en même temps il joue le rôle de serveur web, un reverse proxy, il sert également donc d'une manière générale les ressources statiques. Tout à l'heure on va l'utiliser pour déployer le front-end Angular. Et donc voilà, donc je démarre le Nginx. Donc et puis donc si vous voulez quand on démarre un conteneur, donc par défaut l'application utilise un numéro de port, c'est le port 80 qu'il expose en interne. Mais si vous voulez accéder au conteneur de l'extérieur, donc il va falloir mapper le port interne au port externe. Donc c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Ici donc je vois le port 80-81. Alors, quoi d'autre? Donc ça c'est mapper les ports, donc ça c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Donc je peux par exemple démarrer deux conteneurs Nginx dans la même machine. Alors les deux conteneurs utilisent en interne le port 80, ça fait pas de problème, c'est-à-dire je peux démarrer plusieurs conteneurs plutôt par exemple de la même image dans la même machine. Mais par contre, donc, pour y accéder de l'extérieur, c'est-à-dire du host, de l'extérieur, on peut mapper chaque conteneur, on le mappe à un numéro de port qui est différent. Par exemple, ce conteneur-là, Nginx, il est accessible via le port 80-81 et ce conteneur, lui, il est accessible via le port 80-82. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Alors si en fait, c'est des choses qu'on va beaucoup utiliser. Alors donc stop, donc c'est pour stopper les conteneurs, RM c'est pour remove, c'est pour supprimer les conteneurs. Vous avez encore d'autres voilà, et REMI donc pour afficher la liste des images, donc images,
Et après, pour supprimer une image, c'est RMI. Quoi d'autre? Alors ça, c'est exec qu'on l'a également utilisé. Alors généralement, si vous voulez exécuter des commandes internes à l'intérieur d'un conteneur, on a vu la dernière fois qu'on utilise en fait la commande exec. On l'a déjà utilisé. Donc ici, par exemple, je démarre par exemple ici MySQL. Ça c'est, je démarre un conteneur de MySQL, par exemple ici. Une fois que je démarre le conteneur, donc il a un ID. Et puis donc si je veux exécuter des commandes à l'intérieur de ce conteneur, donc j'utilise la commande exec, donc en interactive mode, interactive terminal si vous voulez. Et donc après par la suite, une fois que vous êtes à l'intérieur du conteneur, donc vous pouvez exécuter des commandes. Par exemple ici comme le client, on veut exécuter le client MySQL qui permet donc d'interagir avec la base de données. Et ça on l'a fait la dernière fois. On a fait la même chose avec Postgres. Parfois, donc quand vous démarrez un conteneur en utilisant l'option D, c'est-à-dire Detach Mode, donc c'est-à-dire le conteneur il est démarré en arrière-plan. Donc ce qui fait que si vous voulez lui rattacher une console, on utilise la commande Attach. Donc ça c'est par exemple ici, donc j'ai un conteneur qui est démarré c'est-à-dire en Detach Mode. J'ai son ID, après je peux par exemple utiliser Docker Attach, donc le ID du conteneur, et automatiquement donc j'ai la console qui est attachée au conteneur. Donc c'est-à-dire s'il y a des messages qui s'affichent dans le conteneur, on peut les voir par exemple dans la console. Ça peut être utile parfois. Donc ça on a vu. Les volumes également on a vu, donc comment mapper les volumes, donc je ne vais pas y revenir. Donc ça c'est un élément important parce que nous avons dit que d'une manière générale, si vous ne mappez pas les volumes, ce qui se passe souvent, c'est que toutes les données du conteneur vont être stockées à l'intérieur du conteneur. Il dit que donc si vous supprimez le conteneur, vous risquez de supprimer toutes les données. Donc ce qui fait que, par exemple, pour les systèmes de gestion de base de données, on ne va pas stocker les données à l'intérieur du conteneur, mais on essaiera de les stocker dans le host, quelque part. Donc ce qui fait qu'on aura besoin de mapper les volumes. Ça également on a vu. Voilà, inspect. Donc, si vous voulez inspecter un conteneur, ça vous donne en fait en format JSON la description du conteneur et tous les détails que vous voulez voir concernant ce conteneur. Si vous voulez loguer, bien sûr, vous voulez afficher les logs concernant un conteneur, on utilise donc la commande logs. Quoi d'autre? Voilà, ça c'est important parce que donc parfois on a besoin d'accéder à en fait un serveur à distance, c'est-à-dire je suis dans ma machine de développeur et je voudrais déployer des conteneurs à partir de ma machine dans un serveur distant, c'est-à-dire par exemple en production. Alors dans ce cas-là, donc vous devrez donner l'accès, si vous voulez, à distance plutôt Docker Engine. Alors pour cela, donc vous pouvez le faire. Donc ça se passe, en fait, il faut éditer le fichier Docker Service et vous allez chercher une ligne en principe dans laquelle vous allez ajouter ça. Vous allez ajouter donc cette ligne. Si pour demander, c'est-à-dire vous êtes en train de dire à votre Docker, votre moteur de Docker, je voudrais exposer, c'est-à-dire je voudrais exposer donc les services de Docker via HTTP. En utilisant ce numéro de port. Et dans ce cas-là, l'accès se fait via n'importe quelle machine. Donc maintenant, si vous faites ça, bien sûr, vous aurez besoin de redémarrer, d'utiliser Docker Restart et Daemon Reload. Donc ça, c'est des commandes Linux qu'il faudrait utiliser. Donc si vous redémarrez, ça veut dire que avec une requête HTTP, n'importe quelle requête HTTP, je peux par exemple, si je veux la liste des images, donc j'appelle images/json par exemple, c'est ici. Je vois ici donc l'adresse IP de mon serveur où se trouve Docker. Et je vois par exemple la liste des images au format JSON. Et tout ça, donc je peux, c'est-à-dire je peux, toutes les commandes
que vous utilisez avec la commande Docker, donc vous pouvez les exécuter en mode remote. Mais il faut faire attention, très attention. C'est que ça, il faut vraiment, si vous exposez ce port-là, c'est une faille de sécurité qui est énorme. Parce que rien que dans un serveur, si vous exposez votre Docker à un accès à distance, ça, votre machine, elle est complètement piratée. C'est normal parce que si j'accède à Docker, c'est très simple. Avec Docker, je peux lancer plutôt un conteneur Linux et donc Ubuntu, et après à partir de là, je commence à exécuter, c'est-à-dire je peux carrément prendre toute votre machine en otage. Donc ce qui fait que si généralement vous faites ça, il faudrait voir comment également sécuriser l'accès à travers bien sûr des certificats. Donc ça doit être parfois dans un réseau VPN, etc. Mais bien sûr, voilà, c'est des choses que vous pouvez tester dans vos machines. Comme ça, c'est plus. Mais au moins, quand vous exposez, essayez, parce que ça m'est arrivé une fois. Donc j'ai laissé parce que par défaut, vous gardez le port 2375 et en fait les personnes malveillantes, c'est ce qu'ils cherchent. La première des choses qu'ils cherchent, c'est que, parce qu'ils savent très bien que dans la majorité des serveurs, il y a Docker, la première des choses, c'est de regarder est-ce que j'arrive à me connecter à Docker via ce port. Donc si j'arrive à utiliser la commande Docker, donc et je me connecte, et après donc donc ce qui fait au moins n'utilisez pas le même numéro de port. Vous utilisez un numéro de port au moins. Vous lui voilà. En fait, vous brouillez un peu les pistes comme ça. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on va utiliser parce que à la fin, c'est pas peut-être aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'on va faire dans la machine locale avec les mêmes commandes. On va déployer dans un serveur remote. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, une fois, si vous avez un accès remote, vous pouvez aller vers n'importe quelle machine. Vous pouvez configurer un client Docker. Par exemple, si vous voulez installer un client Docker sous Windows, si vous avez une version Windows qui ne supporte pas Docker, vous ne voulez pas installer Docker Engine, mais vous voulez installer uniquement Docker Client. Donc, vous pouvez l'installer dans n'importe quelle machine. Et une fois que vous l'installez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez connecter votre Docker Client vers cette adresse-là. Et donc, il suffit de définir une variable d'environnement qui s'appelle dockerhost. Donc, vous définissez une variable d'environnement dockerhost dans laquelle vous mettez TCP, etc., 192, 170, etc. Alors, c'est quoi cette adresse-là? Ben, cette adresse, c'est l'adresse de mon serveur où se trouve Docker. Okay? Et donc, si vous faites ça, ça veut dire que quand vous tapez Docker Images, donc vous allez voir la liste des images Docker qui se trouve dans ce serveur-là. Là, maintenant, vous êtes en train d'interagir avec un serveur remote. La même chose, donc toutes les commandes Docker, donc vous pouvez les exécuter sans problème. Alors maintenant, on arrive justement, peut-être c'est là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est comment créer une image Docker. Maintenant, on a vu comment manipuler les images, comment manipuler les conteneurs. Donc, comment créer des images Docker. Donc, Docker vous donne un ensemble de commandes que vous pouvez intégrer dans un fichier qui s'appelle Dockerfile. Donc, on va aller voir au fur et à mesure donc, de l'activité pratique. Par exemple, add, donc c'est une commande qui permet d'ajouter un ensemble de fichiers au conteneur. La commande cmd permet d'exécuter une commande spécifique à l'intérieur d'un conteneur. Entry point, donc ça permet de définir le point d'entrée par défaut, c'est-à-dire qu'il est la commande qui va s'exécuter automatiquement une fois que vous démarrez un conteneur pour définir des variables d'environnement. Et si vous voulez exposer un numéro de port, si vous voulez, généralement, quand on veut créer une image, on doit utiliser une image de base, parce qu'une image doit toujours hériter d'une autre image. Il se trouve que généralement l'image de base qu'on utilise c'est Ubuntu parce qu'en fait si vous voulez c'est l'image qui est utilisée pour définir le socle de base de Docker. Donc ce qui fait que
from, on va toujours généralement la première commande que vous allez trouver dans un fichier Dockerfile, c'est la commande from, c'est-à-dire je veux créer une image en se basant sur une autre image. Par exemple, s'il s'agit d'une application Java, vous allez vous baser sur une image basée sur Java. Si c'est Nginx, si c'est par exemple, je sais pas, si c'est par exemple Node.js ou etc. Donc ça dépend des applications, on va voir. Bon, ça c'est une commande pour définir quelques informations sur le nom, l'adresse email c'est-à-dire de la personne qui a créé les images. Run c'est pour exécuter donc des directives. User donc c'est pour spécifier donc l'utilisateur, le nom de l'utilisateur si vous voulez. Donc ça c'est souvent dans la majorité des cas c'est optionnel, mais c'est des commandes que vous pouvez utiliser. Donc volume c'est pour mapper pour définir des volumes, et workdir c'est pour définir le dossier de travail par défaut. Alors tout ça c'est des commandes exhaustives comme ça, mais bien sûr il va falloir manipuler tout ça à travers des Dockerfiles. C'est ce que nous allons faire après. Alors il y a d'autres commandes, notamment la args pour définir des arguments, il y en a d'autres. Alors juste un exemple pour commencer. J'ai par exemple ici je veux créer une image Docker. Supposons je veux créer un site web statique par exemple. Bon, un site web statique c'est un projet dans lequel vous avez que des fichiers par exemple HTML. Donc vous avez un dossier dans lequel vous avez une page index.html. Vous avez peut-être des fichiers JavaScript ou des fichiers CSS, c'est-à-dire un site web statique. Donc si vous voulez créer une image pour ce genre d'application statique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez définir un fichier Dockerfile dans lequel vous allez spécifier la commande. La première c'est from. Donc vous voyez donc from quoi? Nginx, c'est-à-dire que je veux créer une image pour cette application, une image Docker pour cette application, mais en se basant sur une image qui existe déjà, et cette image-là, bien sûr, c'est Nginx. Nginx, c'est un serveur web, comme je disais tout à l'heure, qui est souvent utilisé pour déployer des sites web statiques, c'est-à-dire des ressources statiques. C'est un reverse proxy également. C'est l'équivalent de Apache. Donc, dans la majorité des cas, vous trouverez soit Apache, web server, soit Nginx. Mais Nginx, il a vraiment ces caractéristiques, ce qui fait de lui donc l'un des serveurs qui sont les plus utilisés souvent dans les conteneurs. Après, donc, je définis la première couche, donc from Nginx. Ensuite, qu'est-ce que je dois exécuter la commande copy. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier. Quel est le fichier qui m'intéresse dans tout ça? C'est index.html. Je vais le copier à l'intérieur du conteneur. Donc, je vais copier index.html vers quoi? Vers Nginx. Et je sais, bon, on sait que Nginx, cette image Nginx, contient un dossier qui s'appelle user share Nginx HTML. Donc, si vous voulez déployer un site web statique dans Nginx, il faut placer votre site statique dans ce dossier HTML. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ce fichier index.html vers ce dossier HTML. Tu veux sortir, c'est ça? Ah, okay. Alors, donc, une fois que c'est fait, et ça y est, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais exposer un numéro de port, parce que Nginx, par défaut, il utilise le port 80. Vous voyez donc, expose, c'est le port interne, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que c'est comme si, maintenant, vous avez défini un Dockerfile pour cette application. Alors, maintenant, on veut créer l'image. On veut créer une image pour ce Dockerfile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la commande Docker build. Alors, Docker build, ça permet de construire une image. Alors, maintenant, on va spécifier le nom de l'image avec l'option T. Et le nom de l'image, je vais l'appeler par exemple MyApp. Donc, je suis en train de créer une image Docker qui s'appelle MyApp, qui est basée sur quel fichier? Sur le fichier, ce fichier-là, Dockerfile. Alors, généralement, vous n'avez pas besoin de spécifier le fichier parce que par défaut, il va chercher dans ce dossier-là, il va chercher dans votre dossier automatiquement le fichier Dockerfile. Donc, il va lire
Donc c'est ce qu'on spécifie avec ce point que vous voyez là. Point, ça veut dire quoi? C'est dans le dossier courant. Donc forcément, il va chercher dans votre dossier courant, et il va chercher le fichier de Dockerfile, et ben, il va trouver des commandes, et après, à partir de ces commandes-là, il va essayer de faire le travail. Donc, il va créer l'image. Alors forcément, si par exemple l'image Nginx ne se trouve pas dans votre machine, il va la télécharger, et après, il va l'utiliser. L'essentiel, c'est qu'à la fin, il va vous construire une image. Alors, notre image s'appelle MyApp. Alors, généralement, dans les bonnes pratiques, on va spécifier le nom de l'image, le tag. Et le tag, c'est la version, parce que souvent, vous aurez toujours à gérer plusieurs versions. Donc, une fois que cette image-là est créée, donc vous pouvez créer des conteneurs à partir de cette image. Donc, par exemple, ici, Docker Run, l'option D, c'est-à-dire en detach mode. Et après, je vais mapper les ports. Donc, je sais que mon image, c'est-à-dire mon application, il expose le port 80. Alors, maintenant, je vais le mapper en 89. Et je démarre, donc, l'image s'appelle MyApp. Donc, automatiquement, donc, je démarre. Maintenant, j'ai déployé mon application sous forme d'un conteneur. Donc, si vous allez saisir donc l'adresse IP de votre machine où se trouve ce conteneur, et il vous spécifie le port, donc vous voyez ici, donc vous allez trouver ce petit message que vous avez ici dans votre application web. Donc ça, c'est une idée comment déployer une application web statique. Le front-end des applications web, c'est comme ça qu'on va le déployer. Alors, c'est-à-dire que quand vous travaillez avec Angular, ou bien avec React, ou bien avec n'importe quel framework, généralement, le front-end, à la fin, ça devient quoi? Quand vous faites, par exemple, avec Angular, on va le voir tout à l'heure, quand vous faites ng build, qu'est-ce qu'il fait? Il va compiler votre application Angular, et à la fin, il va vous donner un fichier index.html, un fichier CSS et un fichier JavaScript. C'est-à-dire, votre front-end, c'est tout simplement des fichiers statiques. Donc, si vous voulez déployer votre front-end dans un conteneur, ben, c'est très simple. Donc, vous allez faire quelque chose qui ressemble à ça. Et après, bon, il y a d'autres commandes qu'on va ajouter par la suite, on verra. Est-ce que c'est clair pour cette étape? Alors, pour, par exemple, une application basée sur Spring, vous pouvez, par exemple, j'ai ici une application Spring dans laquelle j'ai, par exemple, un REST controller et qui permet de retourner tout simplement un simple message. Alors, une application Spring, c'est une application Java. Donc, maintenant, pour la containeriser, c'est-à-dire pour déployer mon application, c'est pour créer une image Docker pour mon application Spring. Donc, j'ai besoin de créer le fichier de Dockerfile. Vous voyez donc, le fichier de Dockerfile, souvent, on le trouve dans la racine de votre projet. Donc, le fichier de Dockerfile, voilà, donc ici, from. Alors là, cette fois-ci, comme c'est une application Java, donc nous aurons besoin d'un JDK, d'une machine virtuelle Java. Donc, on va essayer de nous baser sur une image Docker qui utilise la version Java que vous utilisez. Alors ici, bon, ça c'est l'ancienne version 8, mais dans notre cas, nous allons utiliser 21, OpenJDK 21 ou 17, ça dépend de la version que vous voulez utiliser pour votre application. Alors ensuite, ici, donc volume TMP. Si vous voyez par exemple que votre application Spring, quand il démarre, il a toujours besoin de, si vous voulez, de stocker des fichiers temporaires dans un dossier comme TMP comme ça, vous pouvez définir un volume pour ce dossier-là. Alors, dans notre cas, c'est pas nécessaire, mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer. Et après, maintenant, notre application, dans un fichier, et ça c'est important, dans un fichier de Dockerfile, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau build et le niveau runtime. C'est-à-dire, il y a des commandes qu'on va utiliser au moment de la création de l'image. C'est-à-dire, quand je crée l'image, il y a un ensemble de commandes qui vont s'exécuter. Et après, il y a des commandes qui vont s'exécuter au moment de l'exécution d'un conteneur. N'est-ce pas? Alors maintenant, si vous voulez créer une image Docker pour une application Java, vous avez deux façons de travailler. La première,
c'est celle avec laquelle on va essayer de commencer. C'est d'abord de construire l'application. Ici, pour construire l'application, vous savez qu'une application Java, une application Spring par exemple, il faudrait utiliser Maven. Donc vous utilisez d'abord la commande Maven Package. Donc je rappelle que Maven Package, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de compiler votre projet et à la fin, il va vous générer un fichier qu'il va mettre dans quel dossier? Dans le dossier target, il va vous générer ce fichier-là. Si le fichier s'appelle l'application.jar. Vous voyez donc ici, vous avez fait le build de votre application. Donc vous avez compilé, vous avez construit l'application. Donc si à vous de le faire, de construire d'abord l'application et après vous créez l'image, dans ce cas-là, vous allez faire ça. Donc vous aurez juste à ajouter dans votre image Docker, vous allez vers le dossier target. Vous voyez, donc target. Je vais chercher un fichier qui commence par des mots et qui se termine par jar. Vous pouvez utiliser étoile.jar, je ne sais pas quoi. Donc, et après ce fichier-là, .jar, je vais le copier dans un fichier que je vais appeler app.jar. C'est-à-dire maintenant, à l'intérieur de mon image, j'ai un fichier qui s'appelle app.jar. Et app.jar, ça représente l'application. Vous savez, pour exécuter un jar file, c'est quoi la commande qu'on va utiliser? Vous utilisez la commande Java, l'option -jar, et après vous spécifiez l'application, c'est app.jar. C'est comme ça qu'on exécute une application Java, avec l'option -jar. Donc, pour exécuter cette commande-là, on va la faire comme ça, cmd. Vous pouvez utiliser cmd directement ça, cmd espace java jar app.jar. Vous pouvez le faire. Ou tout simplement, vous utilisez cmd entre crochets et vous spécifiez les différentes parties de votre commande. La première partie, la deuxième partie et la troisième partie. À chaque fois que vous avez un espace dans la commande, ça devient un item. Donc ici, c'est ce que je vais faire ici. Donc je vois ici Java -jar et après ici, donc c'est app.jar. Alors maintenant, après par la suite, quand j'exécute une application Java, donc je peux lui transmettre des paramètres. Bon, et après, si vous voulez transmettre des paramètres, par exemple, je voudrais exécuter l'application, par exemple, en utilisant le profil prod. Donc ici, j'utilise Spring Profile Active égale prod. Mais tout ça, c'est des options que vous pouvez ajouter donc, en fonction des cas. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Et après, mon application, il va exposer l'application en utilisant le port 8080. Alors, généralement, le port que vous exposez là, c'est le port que vous avez spécifié dans le fichier application.properties. Donc, c'est-à-dire, vous exposez ce port, mais c'est le port interne. Alors, si vous faites ça, maintenant, pour créer l'image, si vous créez l'image, docker build, et tout simplement, la même chose, donc vous attendez quelques instants et après, il va vous créer l'image. Et après, pour exécuter un contenant de votre image, vous utilisez docker run et vous spécifiez, donc vous mappez le port, vous spécifiez le nom de l'image et tout va bien. Alors, vous avez ici deux exemples qui sont intéressants. D'abord, ça c'est le front-end, d'accord? C'est du HTML. Alors, la même chose si vous travaillez avec, par exemple, Angular, et bien pour créer une image comme ça, et bien tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement utiliser ngbuild pour construire d'abord les fichiers HTML, et après vous créez votre image, et après vous supposez que les fichiers HTML sont déjà générés. Ça veut dire que votre image, elle est déjà construite. Plutôt, votre application est déjà, vous avez déjà fait le build, n'est-ce pas? Sinon, et bien tout simplement, dans le fichier Docker, si vous voulez les étapes, vous voyez, donc si vous voulez ici, à l'intérieur de votre image, que vous voulez faire l'opération Maven Package, ça vous pouvez le faire. Alors dans ce cas-là, vous allez voir, votre fichier il va se composer de deux parties. La première partie, c'est build stage, c'est-à-dire c'est la partie de construction. Dans ce cas-là, vous allez avoir un premier from. Vous allez faire from Maven d'abord, parce que vous avez d'abord besoin, pour construire l'image, il vous faut d'abord Maven, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire from Maven, une image Maven. Après, vous allez utiliser
Maven, il faut compiler, il faut exécuter les tests unitaires. Vous voyez, mvn compile ou bien mvn package. Vous faites les commandes de base. Ça veut dire qu'au moment de la construction, c'est à ce moment-là qu'il va chercher de télécharger les dépendances. Il va mettre les dépendances, il fait tout ce travail-là. C'est que, donc on aura besoin de spécifier un ensemble de commandes, ça c'est ce qu'on va voir après, dans lesquelles on spécifie donc voilà comment construire l'image. Alors dans ce cas-là, quand vous utilisez Docker build, quand vous construisez l'image, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous lancez build, c'est à ce moment-là qu'il va télécharger Maven, qu'il va exécuter les commandes Maven compile, Maven test, Maven package. Il va installer les dépendances, il fait toutes les opérations qu'il faut pour générer le jar. Et donc c'est-à-dire à quel moment le jar va être généré? C'est au moment de la construction de l'image. Donc, c'est le premier stage, c'est la première partie de votre image. Et la deuxième partie de l'image, on va trouver ça. Alors, dans la deuxième partie de l'image, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le jar qui a été créé dans le build stage vers la même chose et après, on continue, on fait le travail. Donc, si vous voulez, généralement, vous avez deux niveaux. Le niveau plutôt build et runtime. Alors, forcément, ça dépend des cas. Moi personnellement, souvent quand vous développez, vaudrait mieux construire votre application comme ça, avec les outils. Par exemple, si avec Maven vous utilisez les commandes Maven, vous construisez vos jars, etc. Et après vous créez votre image Docker. Mais après, donc si vous voyez que par exemple vous voulez vous voulez par exemple faire par exemple un CI/CD, parce que si vous voulez utiliser par exemple un outil comme par exemple Jenkins à la fin, parce que c'est Jenkins qui va faire tout ce travail-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger le code source. Vous savez, quand il fait git clone par exemple pour cloner un repository, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le code source. Et quand il ramène le code source, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut Maven, n'est-ce pas? Donc il lui faut, donc c'est-à-dire donc ça dépend de qui va construire, qui va compiler, donc ça dépend des scénarios. Donc ça c'est juste en fait quelque chose à mettre dans la tête. Mais pour le moment, en tout cas pour aujourd'hui, on va supposer que les images qu'on va créer, c'est des images qui vont être créées à partir des builds, c'est-à-dire des builds qu'on va construire nous-mêmes. Et ça, c'est très recommandé. Comme ça, vous allez maîtriser le process. Et après, par la suite, si vous voulez également que la partie build soit faite par Docker, alors dans ce cas-là, il va falloir, vous allez avoir un fichier Dockerfile dans lequel vous allez ajouter d'autres commandes. Moi, personnellement, je préfère que vous séparez les choses. C'est-à-dire, dans un premier temps, la compilation, la construction de l'application, vous le faites avec, par exemple, soit manuellement, soit avec un outil d'automatisation, etc., pour générer c'est-à-dire les builds. Et après, la deuxième, vous laissez Docker donc créer l'image à partir des builds qui sont déjà générés. Sinon, si vous intégrez tout dans l'image Docker, il faut s'attendre à ce que ça prenne plus de temps. À chaque fois, vous faites une modification dans votre code quand vous construisez, parce que la construction avec Docker, par exemple, si vous travaillez avec Angular, à chaque fois que vous voulez construire l'image, vous imaginez ce qu'il va faire. Il va, dans la partie build, ici, dans la partie build qu'on va ajouter par la suite, vous allez faire un from Node.js parce que vous avez besoin de npm. Donc vous allez hériter d'une image Node.js et après vous allez copier le fichier package.json. Vous voyez, package.json, c'est là où vous déclarez les dépendances. Vous allez le copier c'est-à-dire dans l'image, et après vous allez exécuter la commande npm install. Vous voyez, donc npm install, qu'est-ce qu'il fait? Il va se connecter, il va d'abord télécharger toutes les dépendances, c'est-à-dire vous allez attendre beaucoup de temps qu'il télécharge les dépendances. Une fois qu'il télécharge les dépendances, après vous allez faire la commande ng par exemple build.
Donc vous allez ngbuild pour construire les fichiers. Une fois qu'ils sont construits, c'est à ce moment-là que vous passez à l'étape suivante. Mais tout ça, on va le voir. Est-ce que c'est clair pour cette étape-là? Alors, donc, ça c'est pour l'application Spring Boot. Donc, ça c'est le principe. Bon, après, bon, mais ça je ne vous conseille pas parce que souvent il y a des gens qui cherchent toujours des outils graphiques. Par exemple, au niveau d'IntelliJ, vous trouverez des outils, des plugins pour Git, des plugins pour Docker, etc. Ça vous permet de faciliter un peu le travail, mais je préfère que vous le fassiez en dernier lieu. C'est-à-dire, il faut toujours passer via des commandes pour maîtriser, parce que c'est pas compliqué. Mais après, par la suite, vous cherchez à faire ça à travers des plugins, des interfaces, etc. Bon, ça, je ne vous conseille pas, dans un premier temps, de vous pencher rapidement sur des outils, c'est-à-dire des outils qui permettent de masquer en quelque sorte les commandes que vous exécutez. Ça, c'est pas bon. Voilà. Alors, donc, ça, c'est avant de démarrer notre cas d'usage. Donc d'abord un petit mot sur le networking. Donc ça, je pense que je me suis arrêté là-dessus la dernière fois. Donc il faut savoir que en fait Docker Engine, quand vous créez des conteneurs, généralement les conteneurs ils se trouvent dans un réseau. Chaque conteneur généralement il lui donne une adresse IP. Et donc si vous êtes à l'intérieur de Container Engine, donc vous avez un réseau à travers lequel un conteneur peut contacter un autre conteneur. Tout ça, c'est interne. Ben, c'est la raison pour laquelle il va falloir plutôt parfois maîtriser ce concept de networking. Alors, il faut savoir qu'il existe 3 modes de réseau. 3 modes. Il y a le mode par défaut. C'est ce qu'on appelle le mode bridge. Alors, par exemple, quand vous utilisez Docker Run Nginx, par exemple, vous démarrez un conteneur Nginx, donc par défaut, si vous ne spécifiez pas le network, alors par défaut, Nginx va, si vous voulez, va être lié à un réseau, un network qui s'appelle, par défaut, il s'appelle Bridge. C'est-à-dire par défaut, il y a un réseau qui s'appelle Bridge qui a été créé. Donc, ce qui fait que vous allez avoir donc votre conteneur. Il est lié au network bridge. Il dit que donc les adresses IP qui sont données par Docker Engine en interne, c'est des adresses qui commencent souvent par ça, 172.17.0 par exemple 2 pour ce conteneur. Pour ce conteneur-là, c'est 0.3, 0.4, etc. C'est-à-dire en interne, il y a un réseau local. C'est-à-dire dans le Docker Engine, vous avez un réseau local dans lequel chaque conteneur a une adresse IP. Mais cette adresse IP n'a rien à voir avec l'adresse IP avec laquelle vous pouvez contacter le conteneur de l'extérieur, n'est-ce pas? Donc ça, c'est en interne. En interne, un conteneur, pour qu'un conteneur puisse, par exemple, contacter un autre conteneur, il est tout à fait normal qu'ils doivent être dans le même réseau, n'est-ce pas? Donc forcément, donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir faire attention. Par exemple, vous avez un conteneur de votre application Java, il y a un conteneur de votre application Postgres, par exemple, base de données. Ben, pour que ce conteneur-là puisse se connecter vers ce conteneur, c'est normal qu'ils doivent être dans le même réseau. Donc, ce qui fait, si vous ne spécifiez pas network, alors par défaut, ils appartiennent tous au réseau par défaut bridge. Donc, ce qui fait que généralement, ça marche. Mais il faut savoir que souvent, parfois, on a besoin de séparer les conteneurs. Si vous avez un serveur dans lequel vous avez Docker et vous déployez des milliers d'applications, des centaines d'applications, alors ce n'est pas pratique aussi d'utiliser le même network. C'est-à-dire pour chaque application, il faut créer un network. Et comme ça, vous séparez les networks des différentes applications. Comme ça, un conteneur d'une application ne peut pas contacter un conteneur d'une autre application. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors en tout cas, il y a 3 types de réseaux. Il y a le réseau de type bridge, il y a NAN, et après il y a host. Alors c'est quoi la différence? La différence, c'est que d'abord bridge, c'est le mode de réseau qui est utilisé par défaut.
Alors, il permet de définir donc un réseau privé dans lequel tous les conteneurs chaque conteneur peut contacter un conteneur à travers une adresse IP privée, c'est-à-dire locale, à l'intérieur de Docker Engine. Ben, ces adresses IP, c'est 172.17.0.x, ça dépend bien sûr du conteneur. Alors, chaque conteneur généralement utilise une adresse IP et un numéro de port. Mais les numéros de port, le numéro de port utilisé par le conteneur qui appartient à ce réseau bridge, de type bridge, c'est un numéro de port qui est privé. L'adresse IP, il est privé, le port, il est privé. Donc, ce qui fait qu'on a vu, si vous voulez contacter le conteneur de l'extérieur, il faut mapper le port. Si vous ne mappez pas le port, donc on ne peut pas contacter le conteneur de l'extérieur. Ça, on a vu. Mais par contre, il y a un autre moyen. Si vous voulez, il y a un autre type de réseau qui s'appelle le réseau host. Donc, si vous créez un réseau de type host, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, dans ce cas-là, le numéro de port interne du conteneur, c'est automatiquement, il est mappé avec le même numéro de port externe. C'est-à-dire, si vous avez exposé un numéro de port interne 80-80, alors automatiquement 80-80, il est mappé vers un port externe qui s'appelle 80-80. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas démarrer plusieurs conteneurs de la même image dans la même machine. C'est normal, pourquoi? Parce que tous les conteneurs de l'image vont mapper vers le même numéro de port. Donc, ce qui fait que c'est un cas, il y a parfois on en aura besoin dans des situations, mais dans la majorité des cas, plutôt on va utiliser le réseau bridge. Okay. Alors, vous voyez la différence entre vous voyez donc ici, par exemple, pour le cas de host, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez ici un conteneur, vous avez un numéro de port, par exemple 5000. Ben, ce numéro de port 5000, ben, c'est le même numéro de port qui est interne et en même temps, il est externe. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas démarrer plusieurs ports, plusieurs conteneurs de la même image. C'est normal parce qu'on ne peut pas avoir... on peut pas exposer deux applications avec le même numéro de port dans le host. Alors, le troisième, c'est le type de réseau, c'est NAN, c'est-à-dire qui signifie que le conteneur n'est attaché à aucun réseau. Bon, c'est très rare, donc il sera donc accessible ni localement ni de l'extérieur. Alors, quand est-ce que vous aurez, c'est-à-dire que vous créez un conteneur et vous êtes sûr que votre conteneur, il n'y a aucune application qui peut le contacter, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Alors, il y a des cas, par exemple, je veux démarrer un conteneur qui se forme d'un service d'arrière-plan qui permet de, par exemple, dans le domaine pour scanner des choses, pour faire des choses, mais lui, on n'a pas besoin forcément qu'il soit contacté de l'extérieur. Ça peut être utile. Donc, vous avez les trois. Alors, comment créer un network? Donc, vous utilisez la commande network, create, et le type de driver. Et là, vous spécifiez le type, soit bridge, soit host, soit NAN. Et après, donc, si vous voulez, si vous spécifiez pas c'est-à-dire la plage de l'adresse IP, bah, par défaut, il utilise 172.17.0, etc. Mais si vous voulez spécifier donc l'adresse IP, donc vous spécifiez donc par exemple ici, je voudrais que ce bridge là utilise des adresses IP 192.18.0.0 avec un masque 16 bits. Alors ça, c'est le nom du réseau. Alors, si vous voulez lister la liste des networks, donc vous utilisez network ls. Donc, vous listez les networks. Maintenant, vous voulez inspecter la même chose à un réseau. Vous voulez avoir un fichier JSON qui vous donne la description de votre network. Vous spécifiez le nom ou bien l'ID. Alors, c'est ce que vous voyez ici, par exemple. Alors, si par exemple, je démarre
Je démarre ici l'application démo, app, et je mappe les ports. Bon, là, vous démarrez un conteneur ici, ça, c'est le faire. Alors, si vous regardez les réseaux, vous allez voir Docker Network LS. Vous allez voir, regardez, il y a un réseau qui a été créé. Vous voyez? Alors, un réseau, il lui a donné quel nom? Spring, Angular, Master, etc. Default. Donc, il lui a donné un nom. Bon, ça dépend de votre application. Et puis, donc, il est de quel type? Il est de type Bridge. C'est local. Alors sinon, si vous voulez donc rattacher un network, donc voilà, donc ça c'est inspect, donc ça on a vu. Alors autre chose. Alors ici donc la commande net, je pense que oui c'est ça. Alors maintenant il faut savoir une chose, c'est que en fait, Docker Engine utilise un système bon, DNS. DNS, ce n'est pas le DNS que vous connaissez dans le domaine name system, c'est plutôt Docker Name Spaces. C'est-à-dire que par défaut, quand vous êtes à l'intérieur d'un Docker Engine, donc chaque, c'est-à-dire le Docker Name Spaces, il permet d'associer un nom du conteneur à une adresse IP. C'est-à-dire que finalement, pour contacter un conteneur, pour qu'un conteneur puisse contacter un conteneur, il y a deux façons de faire. Soit qu'il utilise son adresse IP, soit utilise le nom du conteneur. Alors bien sûr, c'est plus pratique d'utiliser le nom du conteneur parce que l'adresse IP, souvent, on ne la connaît pas et l'adresse IP peut changer, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela voilà, donc dans la majorité des cas, quand on veut par exemple une application Java va se connecter vers une application, par exemple une base de données MySQL qui se trouve dans un autre conteneur, après dans l'URL de votre base de données, il faut faire attention, on ne va pas mettre localhost, parce que souvent vous utilisez GDBC par exemple, localhost, mais à la place de localhost, il faut mettre le nom du conteneur. Parce que quand votre application se trouve dans un conteneur, si vous lui dites localhost, ça veut dire quoi? Ben, localhost, c'est-à-dire à l'intérieur du conteneur. Or, la base de données ne se trouve pas à l'intérieur du conteneur, il se trouve dans un autre. C'est vrai, il se trouve dans la même machine. Mais si votre application est conteneurisée à l'intérieur du conteneur, localhost, ça représente le conteneur et non pas la machine. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on va s'arrêter après. Donc voilà, donc ça c'est juste quelques informations. Alors par exemple ici je vois un conteneur pour le front-end web, un conteneur pour le MySQL, un conteneur pour Hazelcast, ActiveMQ. Alors tous ces conteneurs se trouvent dans le même réseau, par exemple par défaut. Et donc quand vous démarrez ces 4 conteneurs, alors Docker Engine donc, va donner une adresse IP à chaque conteneur. Et forcément, et chaque conteneur, on va lui associer un nom. Et c'est quoi ces noms-là? C'est les noms des conteneurs. Alors forcément, il faut faire attention quand vous créez un conteneur. Si vous ne lui donnez pas de nom, alors par défaut, il génère un nom aléatoire, n'est-ce pas? Donc ce qui fait que souvent, c'est plus pratique parfois quand vous créez un conteneur de lui fixer le nom des conteneurs. Voilà. Ben, le dernier point peut-être... Bon, l'avant-dernier point, c'est que, en fait, le système de stockage, c'est-à-dire de Docker, il faut juste noter que quand vous installez Docker, vous allez chercher dans un dossier var, lib, Docker, vous allez trouver un certain nombre de dossiers, et parmi les dossiers, vous allez trouver volume. Le volume, c'est là, il va stocker les volumes. Image, c'est là où il va stocker les images Docker, et container, c'est là où il va stocker les conteneurs. Donc ça, c'est les principaux dossiers de Docker Engine. Alors, il y a également un point qui est très important, c'est la notion de ce qu'on appelle des couches, c'est-à-dire l'architecture basée sur les couches. Alors, l'une des puissances d'ailleurs de Docker, c'est ça, c'est que, imaginez, regardez bien, vous allez créer deux images Docker. La première image, vous avez un premier Dockerfile, dans lequel, par exemple, vous allez vous baser sur une image Ubuntu. Vous voyez donc, je vais créer une image Docker dans laquelle je vais me baser sur Ubuntu. Mais quand je démarre,
cette image-là, quand vous faites par exemple Docker Run, si vous démarrez un conteneur, qu'est-ce qu'il va faire le conteneur? Il va exécuter la commande apt-get update. Il va également installer Python. Il va faire des installations. C'est-à-dire, vous avez une image basée sur Ubuntu dans laquelle il va installer par exemple Python. Et après, je vais exécuter la commande pip install Flask MySQL. Donc, je vais installer donc, les serveurs. Flask, c'est un serveur web Python. C'est un framework, c'est en fait un micro-framework pour déployer des applications web Python. Après, je vais copier donc tous les fichiers. Vous voyez, donc point, ça veut dire je vais copier tous les fichiers du dossier local vers ce dossier-là. Et après, je vais maintenant exécuter. Vous voyez donc entry point, c'est-à-dire si je démarre un conteneur de cette image, bah, automatiquement, je vais lui demander je vais exécuter la commande Flask et je vais lui demander d'exécuter le fichier Python app.py Flask run. Donc ça, c'est une façon de déployer une application basée sur Python, basée sur Flask. Alors, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que vous avez créé un fichier Dockerfile 1 et vous avez créé un fichier Dockerfile 2 dans lequel vous faites la même chose. Vous voyez? C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous allez construire la première image? Alors, quand vous faites Docker build, donc ça c'est vous construisez une image qui s'appelle image app en se basant sur ce fichier-là, Dockerfile. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, vous voyez, donc chaque commande, ça représente une couche dans l'image de Docker. Par exemple, from Ubuntu, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder, est-ce que l'image Docker Ubuntu existe dans votre machine? S'il n'existe pas, il va la télécharger. Et ça va vous coûter combien en stockage? 120 mégaoctets. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la couche Ubuntu. Et après, il va passer à cette ligne-là. D'ailleurs, donc, vous avez apt, par exemple, package. Donc, cette commande-là, apt-get update, etc. Cette commande-là, il va la stocker dans une couche. C'est-à-dire toutes les... C'est pas Python et tout ce qui est installé là. Donc, pour lui, c'est une couche qu'il va utiliser là. La même chose, ici, vous avez pip install Flask, etc. C'est une autre couche. Ça va coûter 6,3 mégabytes. La même chose ici. Je vais copier le code source. Vous allez avoir 229 mégabytes. Et après, donc, la dernière ligne, généralement, entry point, donc il ne prend pas d'espace. Alors maintenant, ça, c'est ce qui va se passer quand vous construisez la première image. Supposons que vous allez construire la deuxième image. Sauf que ici, vous avez un fichier qui s'appelle app.py et là, vous avez un fichier qui s'appelle app2. Ce n'est pas les mêmes fichiers. Alors, si vous construisez la deuxième image, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Il ne va pas télécharger parce que normalement, on va se baser sur Ubuntu. Mais la couche Ubuntu, il est déjà... Le layer Ubuntu, il est déjà téléchargé. Il est déjà dans votre machine. Donc, c'est-à-dire que cette image-là, si vous regardez la taille de cette image et la taille de cette image, quoique c'est la même chose, mais la taille, elle est différente. Bon, celle-là, ça va prendre plus d'espace que cette image. Pourquoi? Tout simplement parce que cette image-là, quand vous la construisez, ben, il va faire des références vers des couches qui existent déjà dans votre machine. Donc, c'est comme ça, ça va éviter à Docker de télécharger beaucoup de choses dupliquées dans la même machine. Donc, c'est une façon d'optimiser. Donc, donc, vous allez voir que la couche 1, il va occuper 0 MB. La couche 2, 0 MB. La couche 3, 0 MB. Ça, c'est la couche 4. C'est là où il y a la différence. Pourquoi? Parce que ici, donc, vous avez un fichier qui est différent. Ici. Alors, c'est très important. C'est pour cela que quand vous exécutez la commande Docker Run, vous allez voir qu'il plusieurs lignes. Et qu'est-ce qu'il télécharge? Il télécharge les layers. Donc, une image, c'est un ensemble de couches. Et donc, il va regarder la première couche, est-ce qu'elle existe? Elle existe, il passe. Il fait la référence. La deuxième image, la deuxième couche, est-ce qu'elle existe déjà? Oui,
C'est comme ça. Donc, ce qui fait, c'est intéressant parce que après, au fur et à mesure que vous utilisez Docker dans votre machine, vous allez voir que ça devient plus rapide, tout simplement parce qu'à chaque fois, il n'a plus besoin de télécharger et il va se retrouver avec des centaines et des milliers de couches qui sont téléchargées. Dès qu'il trouve des couches qui sont similaires, donc il va tout simplement faire des références. C'est comme ça qu'il fait. C'est clair? Voilà. Alors maintenant, donc Docker en principe, les commandes de base, c'est ce que vous venez de voir. Mais si vous voulez démarrer une application dans laquelle vous avez, par exemple, la partie back-end, la partie front-end, la base de données, vous avez un broker, vous avez plein de services, et bien tout simplement, ce n'est pas pratique de faire ça, c'est-à-dire en utilisant les commandes Docker. Parce que si vous utilisez Docker build, Docker run, et bien tout simplement, ça va vous prendre beaucoup de temps pour chaque image. D'autant plus qu'à chaque fois que vous voulez exécuter une image, il faut mapper les ports, il faut spécifier beaucoup de paramètres sur ligne de commande. C'est un peu lourd. Alors pour automatiser la création de plusieurs images et le démarrage de plusieurs conteneurs d'une application, donc on va utiliser Docker Compose. Donc ça, c'est ce qui est généralement le plus souvent utilisé. Alors Docker Compose, donc le principe c'est très simple. Vous créez un fichier qui s'appelle Docker Compose YAML, ou bien tout simplement compose.yaml. Et après, à l'intérieur de ce fichier-là, vous allez déclarer un ensemble de services. En fait, on va déclarer les services, on va déclarer les volumes, on va déclarer les networks, tout ce qu'on a manipulé dans Docker, on pourrait l'automatiser dans ce fichier-là. Alors, par exemple, ici, donc, j'ai un service web qui est basé sur cette image Docker. J'ai un service pour ça c'est le nom du service. Database qui est basé sur, par exemple, une base de données MongoDB. J'ai un service messaging qui est basé sur Redis, etc. Ainsi de suite, Ansible, etc. Donc, je peux démarrer plusieurs couches. Et après, par la suite, on va voir, on peut ajouter les volumes, les networks, on va ajouter les paramètres, les arguments. C'est que la partie généralement la plus importante dans Docker, c'est de construire à la fin un fichier Docker Compose. Et après, si vous voulez maintenant démarrer des conteneurs à partir de toutes ces images-là, il suffit d'utiliser Docker Compose App. Alors ça, c'est l'ancienne syntaxe, mais dans la nouvelle, vous tapez directement Docker espace Compose App. Alors, si vous faites Docker Compose App, donc vous allez lancer tout simplement, vous allez exécuter. C'est comme si vous faites Docker Run. Ça, Docker Run, ça, Run. Vous créez donc des conteneurs pour chaque image. Mais après, par la suite, c'est qu'on a des dépendances. C'est-à-dire, je voudrais qu'une fois que ce conteneur démarre, c'est à ce moment-là que je veux démarrer l'autre. Donc après, on va voir, il y a plein de commandes que vous allez utiliser dans Docker Compose qui permet de mettre un peu de l'ordre. Alors, si vous mettez Docker Compose avec l'option Detach Mode, ça veut dire que vous démarrez en arrière-plan. Et regardez, ça c'est important. Si vous mettez Build, si vous mettez Docker Compose App et après Build, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de démarrer les conteneurs, il va d'abord construire les images. Il reconstruit les images. Mais dans ce cas-là, il faut spécifier donc l'option build, deux points. Pour chaque conteneur, vous spécifiez où se trouve le Dockerfile. Par exemple, ici, donc, le Dockerfile de cette image-là se trouve dans un dossier tel. Et donc, ce qu'il fait, il va d'abord construire les images et après, il crée les conteneurs. Et ça va encore accélérer les choses parce que si vous voulez construire image par image sur ligne de commande, à chaque fois, si vous modifiez quelque chose, vous reconstruisez les images. C'est pas pratique. Alors, ici, donc, avec l'option build, ça permet de reconstruire les images et en même temps d'exécuter à la fin des conteneurs à partir de ces images. Est-ce que c'est clair? Voilà. Alors, donc, je pense que maintenant, j'ai fait un peu une lecture diagonale sur les commandes de base qu'il faudrait connaître au niveau de Docker. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est
c'est justement de regarder un exemple d'application. Comme notre objectif, c'est la containerisation, donc on ne va pas développer des applications, mais plutôt vous allez utiliser une application que j'ai que vous allez récupérer le code source de l'application. On va le récupérer à partir de GitHub.